Bonjour, alors je m'appelle Jeanne Macherez, je suis ingénieure agronome et je suis la fondatrice de l'association des permaculteurs. Si on devait définir la permaculture, en fait je pense que c'est l'art de pouvoir penser comme la nature. Et en fait quand on veut penser comme la nature, il faut en priorité savoir l'observer. Et c'est ça pour moi le centre de l'agroécologie, c'est l'observation. Et prendre la nature comme le grand livre en fait, le grand livre de connaissances. Et on apprend bien plus en observant la nature qu'en étudiant voilà, des bouquins de rendement qu'on a pu nous étudier en école d'ingénieur. Donc c'est pour ça qu'après mes études, j'ai décidé de me former. Je suis partie en Amérique latine et j'ai essayé de découvrir vraiment des modes d'agriculture ancestrale avec des techniques sans aucune technologie, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui nous la low-tech. Et ça m'a énormément appris. Parce qu'en fait, quand on observe, on se rend compte que une forêt, elle pousse toute seule. Personne n'arrose, personne ne met de pesticides, personne ne met d'engrais. Et pourtant, en termes de biomasse, il n'y a pas plus productif qu'une forêt. Donc ça nous remet en question aussi, nous, en tant qu'ingénieurs agronomes, de se dire mais pourquoi on dépend d'autant de choses, nous, quand on cultive. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de mythes quand on se rapproche de l'agriculture. Et quand on déconstruit petit à petit ces mythes en observant les mécanismes naturels, on gagne énormément de temps, on gagne énormément de confiance et on reprend un peu la main sur notre alimentation, on comprend ce qu'on mange. Et c'est exactement ce que j'ai envie de transmettre avec l'association Les Permaculteurs. Donc finalement, quand on observe la nature, la chose la plus importante, je pense, c'est de voir qu'une forêt ne fait aucune érosion. Alors que l'homme, depuis qu'il pratique l'agriculture, depuis à peu près 10 000 ans, ne fait que créer de l'érosion. Et on se rend compte qu'on a créé depuis 7 à 10 000 ans 2 milliards d'hectares de désert. Et ce qui est intéressant quand on observe la nature, c'est qu'elle ne fait aucune érosion. Alors que nous, depuis les débuts de l'agriculture, donc c'est à peu près 10 000 ans, on n'a fait que créer de l'érosion. Et on n'a fait que créer du désert. Et en 10 000 ans d'agriculture, on a créé 2 milliards d'hectares de désert, dont 1 milliard d'hectares de désert seulement en 100 ans. Donc en fait, c'est une érosion exponentielle qui fait qu'on perd nos terres cultivables, qu'on perd nos terres arables. Et c'est très compliqué parce qu'on se rend compte qu'en 2050, on va être quasiment 10 milliards et il nous reste 1,5 milliard d'hectares de terres arables, de terres cultivables. Donc ça veut dire que d'ici 100 ans, ça va être très compliqué. Surtout qu'en 2050, on nous annonce 10 milliards de population dans le monde. Donc c'est une priorité extrême de préserver nos sols et de comprendre comment les sols fonctionnent pour arrêter de les détruire. On entend beaucoup parler de changement climatique et je pense que le carbone est un enjeu, mais que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Je pense que le vrai enjeu, l'enjeu qui va toucher et qui va créer énormément de désastres, ça va être l'eau. Et en fait, l'eau dans nos cultures ne cesse de s'évaporer. Et il faut savoir qu'on perd toutes nos nappes phréatiques, qu'en déforestant, on accueille énormément de sécheresse. Et c'est ce qui fait que dans certains pays, la saturation en eau et l'augmentation de la température va créer des zones de non-vie. Donc on arrive, nous humains, à créer des zones sur Terre qui vont être non viables. Et c'est ça qui est très dangereux et qui pose question. Et quand on creuse tous les problèmes, on se rend compte que l'agriculture est au centre de tous les problèmes, mais aussi de toutes les solutions. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec la permaculture, c'est de montrer ces solutions et de montrer que c'est possible et qu'en fait c'est simple. Au sein de cette association, j'ai commencé vraiment par former en premier lieu les agriculteurs, ensuite les collectivités, et ça a été très intéressant de travailler notamment avec les espaces verts et de voir à quel point on confrontait un peu ces mythes et ces visions du sol et qu'il y a eu des réels changements dans les habitudes des espaces verts avec lesquels on a travaillé. Et ensuite, on a vite travaillé avec les écoles, avec les enfants, parce qu'on se rend compte que c'est là qu'on a un pouvoir d'action énorme et que les mentalités qui changent quand on a entre 5 et 10 ans, c'est des mentalités qui vont pouvoir s'exprimer par la suite. Et c'est vraiment dans ces journées-là où on se dit qu'on a vraiment changé des choses
Et c'est peut-être la partie qui a le plus de sens en fait, les parties avec les enfants. Et en fait, nous dans l'association maintenant, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir avoir un impact un peu plus large. Et c'est pour ça qu'on essaye de former le plus grand nombre de personnes pour qu'on puisse essaimer un peu ces pratiques et de manière plus globale. C'est pour ça que la nouvelle page de l'association, la nouvelle étape qu'on a envie de développer, c'est de créer une ONG qui pourrait avoir un impact mondial avec tout un réseau de permaculteurs qui vont pouvoir aller former notamment les enfants et en priorité dans les pays qui ont des gros problèmes au niveau du changement climatique, au niveau de la désertification, au niveau des famines. Et donc il y a des pays comme ça qui sont vraiment prioritaires dans lesquels on aimerait pouvoir diffuser toutes ces connaissances et toutes ces pratiques. J'ai notamment travaillé avec l'école Nelson Mandela à Juvignac et avec un groupe d'institutrices qui n'avaient aucune ou peu d'expérience dans le jardin. Et ça a été une expérience magnifique parce qu'on a pu déjà toucher des institutrices et leur donner ce plaisir et cet engouement pour la permaculture, mais toucher aussi plus de 180 élèves. Et ça a été magnifique parce qu'on a été accompagnés justement en synergie avec les espaces verts pour construire ces bacs qu'on voit ici sur la photo. Et tout au long des ateliers, on a réussi à végétaliser ces bacs parce que tous les enfants, enfin c'est vraiment que le travail des enfants qu'on voit sur ces photos, qui ont pu planter ou semer plein de variétés, plein de biodiversité. Et le résultat est magnifique et qu'il soit esthétique et surtout humain parce que les retours des enfants quand on part de cette école et qu'on a des câlins de partout et qu'on a des yeux qui brillent en fait. Ce qui est vraiment intéressant avec les enfants, c'est qu'on se rend compte qu'au départ, pour eux, il y a une mentalité générale qui dit que la terre, c'est sale. Donc déjà, on part avec des carences, parce que la terre, il n'y a rien de sale. C'est quelque chose qui nous... Enfin, c'est la base de l'humanité, en fait. Et du coup, quand on voit que petit à petit, ils apprennent à voir la terre, je leur apprenais à l'analyser, à la voir, à la sentir, mais à la fin, ils adoraient ça. Et je me souviens d'une petite qui prenait de la terre de compost, du coup, parce qu'on la comparait, et qui se frottait le visage avec et qui disait oh, « c'est doux, madame, c'est doux ». Et je sais que ça, c'est voilà, des graines qu'on sème, et dans 20 ans, cette personne jardinera avec conscience, quoi, et pas avec dégoût, ce qui est un problème du monde agricole aussi. Il faut savoir qu'un agriculteur, il voit son champ comme quelque chose qu'il peut exploiter. C'est un exploitant agricole. Donc on est bien loin du paysan qui aime sa terre, qui la valorise. Et je pense que c'est tout un travail de mentalité qu'il faut faire chez les enfants. En fait, on se rend compte que le point central, l'élément central, c'est vraiment l'étude du sol. Et le gros problème, c'est qu'en France, par exemple, toutes les chaires de microbiologie des sols ont été supprimées. Donc il n'y a pas un ingénieur agronome qui sort d'école qui sait le fonctionnement biologique et la vie d'un sol. Et quand on ne connaît pas ce fonctionnement-là, on ne comprend pas la fertilité d'un sol. C'est plus facile de calculer un rapport NPK à balancer pour avoir des rendements, etc. Alors que la science du sol, la science de la vie du sol est très complexe et l'homme essaye de le supprimer. C'est pour ça qu'on nous vend un futur de l'agriculture totalement hors sol. Par exemple, j'étais en Thaïlande, à l'université de Chiang Mai, au nord de la Thaïlande, et on était en apprentissage, en échange avec le chercheur attitré, le chercheur émérite de l'université de Chiang Mai en agronomie, et il ne connaissait pas le pH de son sol. Donc on se rend compte vraiment du trou et de la fissure qu'on a faite avec la connaissance pour pouvoir plus facilement supprimer l'élément sol. Donc on va nous vendre très facilement la culture hors sol, la culture en serre, qu'on vend en France, mais aussi dans les pays tropicaux. Et c'est un désastre. En fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, l'agriculture ne cultive pas des légumes, mais elle cultive l'économie. Pour produire 1 calorie de nourriture, c'est 10 calories de pétrole. Donc en fait, on est en train de faire de la pétroculture, mais
ou de la gestion de maladies, de pathologies végétales, mais on ne fait plus d'agriculture. On s'est totalement éloigné du bon sens paysan, et je pense que la permaculture essaye de reprendre toutes ces connaissances anciennes et aussi de les façonner avec toutes les découvertes actuelles, parce qu'en pédologie, tout ce qu'on découvre sur la vie du sol, c'est maintenant. C'est vraiment le début d'une grande science qui s'ouvre en ce moment, et donc la permaculture essaye de prendre toutes les connaissances anciennes et nouvelles pour pouvoir cultiver de manière vraiment durable. Et là, donc, on est dans une nouvelle étape de l'association, et la volonté, c'est vraiment de créer une communauté plus vaste qui va pouvoir avoir beaucoup d'impact au niveau mondial. Et c'est pour ça qu'on propose l'adhésion à l'association à 1 € symbolique pour permettre de diffuser au maximum de connaissances. Et aussi, chaque euro collecté va permettre de financer des projets de reboisement et d'éducation, de pédagogie au niveau des enfants dans ces pays prioritaires. Je prends l'exemple de Madagascar, par exemple, qui a un énorme problème de déforestation. Les gens meurent de faim, et il y a des solutions très simples qu'on pourrait apporter avec des moyens humains et financiers qui permettraient de résoudre des problèmes catastrophiques. Par exemple, en formation, on se rend compte que, en tant que formateur, on apprend aussi énormément. Parce qu'on est en lien avec 15 personnes qui ont aussi leurs propres expériences. Et donc, une communauté ne fait que sublimer un peu ses connaissances. Et c'est ça aussi tout l'intérêt d'une communauté, c'est de faire des retours d'expérience, de s'apprendre mutuellement et puis d'avancer tous ensemble dans un même but. Et c'est aussi un vrai sens en fait de cette communauté. Et au niveau de ce lancement de cette communauté, chaque euro symbolique collecté va aussi permettre de planter une graine, un noyau ou un pépin. Donc ce qui est génial, c'est qu'en fait ce sera même un objectif de cette communauté qu'on va pouvoir communiquer et atteindre ensemble. Et quand on cultive, on se rend compte qu'il n'y a pas quelque chose qui a plus de sens que de semer un noyau ou un pépin quand on veut un arbre. Parce que c'est ce qu'on appelle les francs, et en fait il n'y a rien de plus franc, de plus adapté, etc. à toutes les cultures. Donc ça va vraiment permettre d'avoir un impact, un vrai impact en fait sur le réchauffement climatique, sur la gestion de l'eau. Parce qu'il faut savoir que l'arbre est le seul être vivant qui peut remplir les nappes phréatiques. Ça souvent on l'écarte un peu des débats sur la gestion de l'eau, mais l'arbre est central. L'arbre est le seul à pouvoir créer de l'argile. L'argile qui est la base de la fertilité de nos sols. Donc voilà, remettre l'arbre vraiment au centre des problématiques et ces adhésions avec cet euro symbolique servira à chaque adhésion de planter un noyau, un pépin ou une graine pour aller dans le bon sens. Et je vais vous présenter le jardin de l'association. Ce qui est intéressant, c'est de voir les contraintes qu'on a ici qui, en permaculture, sont souvent des opportunités. Et ici, en fait, notre contrainte, c'est vraiment l'eau. On n'est pas relié à un réseau d'eau, on ne travaille qu'avec l'eau de pluie qu'on récupère. Et en fait, avec cette contrainte, nous, dans notre potager, on plante ou on sème. Et évidemment, on va arroser, mais on va avoir une gestion de l'eau qui fait qu'on n'arrose quasiment pas. Les plantes qu'on va voir, je vais vous faire visiter le jardin, n'ont pas été arrosées une seule fois depuis la plantation. Et là, on est en début juin, on est mi-juin. Donc c'est quand même des gestions de l'eau très différentes par rapport à celles qu'on voit dans des modes de culture qui irriguent énormément. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'irriguer, il suffit vraiment d'observer la nature, en fait, d'aller vers des espèces qui peuvent résister à la sécheresse et aussi de comprendre comment pousse une plante. C'est vachement plus intéressant d'arroser beaucoup en très peu de fois que d'arroser à type goutte à goutte. On va devoir, les racines elles sont en surface, elles attendent qu'on les nourrisse et si on n'est pas là avec notre goutte à goutte, elles meurent. Ici c'est pas vrai, on est vraiment sur des plantes indépendantes. Et il y a une grosse recherche aussi au niveau des semences qu'on va conserver parce qu'elles vont résister. Donc là c'est un jardin qu'on cultive depuis 3 ans et des semences qu'on adapte depuis 3 ans. Et on voit que déjà en si peu de temps, ça fonctionne très bien. Donc là par exemple on voit une sauge officinale et celle-là elle vient d'une petite bouture que j'ai faite, donc on voit qu'en 3 ans elle ne s'est vraiment plu. Et celle-là depuis sa plantation, donc depuis 3 ans, n'a pas été arrosée une seule fois. Et on voit qu'elle est énorme, c'est celle-là. Parce que c'est une plante qui est aussi adaptée à notre terroir, hein. On est en Méditerranée, il ne pleut pas beaucoup. Donc on va aller vers des aromatiques qui vont résister à la sécheresse.
On va voir les tomates qu'on a plantées ici il y a à peu près un mois. Et depuis la plantation, elles n'ont reçu aucune goutte d'eau. On voit très bien qu'elles sont en forme. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que cette année, on a cultivé 13 variétés de tomates différentes. Et on a intercalé chaque variété pour créer de la biodiversité. Les tomates n'ont pas été arrosées depuis un mois. Et il faut savoir que par pied, je prévois d'arroser l'équivalent d'un arrosoir. Donc c'est à peu près 10 litres. En fait, ces tomates-là, jusqu'à leur fin de cycle, vont être arrosées seulement de 20 litres. On voit aussi des associations. En fait, dans ce jardin, on va essayer de réfléchir comme la nature. Donc, on va installer plein d'espèces qui fonctionnent bien ensemble, ce qu'on appelle les associations. Donc, on peut voir cette planche-là qui est magnifique parce qu'elle a plein de couleurs, etc. Et on voit qu'il y a plein d'entraide avec les différentes plantes. Ce qu'on observe aussi dans ce jardin, c'est qu'il n'y a pas 1 centimètre de sol à nu. Et en fait, le grand modèle chez nous, c'est la forêt. La forêt, on voit qu'avec toute la matière organique qui se dépose, on n'observe pas de sol à nu. La nature ne fait pas de sol à nu. Donc c'est ce qu'on va réintroduire dans notre jardin. On voit que toutes les allées sont paillées avec des copeaux, ce qui est génial pour les champignons, hein, c'est de la lignine. Et ensuite, toutes les zones de culture sont paillées avec de la paille ou du foin, qui ont un rapport carbone-azote très équilibré. On voit aussi beaucoup de fleurs pour toute la biodiversité, toute la vie du jardin. On laisse aussi pas mal de plantes sauvages. Elles poussent pour une raison, donc on leur laisse faire le travail qu'elles doivent faire. Et en même temps, là, comme on observe cette plante, c'est la molène sinuée avec ses fleurs jaunes, on observe qu'il y a plein de vie. Il faut apprendre à ne plus lutter avec la nature, mais vraiment fonctionner avec elle. C'est ce qu'on essaye de faire ici dans ce jardin. Quand on regarde le jardin, on s'aperçoit qu'on a laissé beaucoup de mûriers sauvages pousser. Et en fait, le mûrier, c'est une plante, la ronce, très intéressante. On dit que c'est la forêt qui avance. Parce qu'en fait, on voit toujours de la ronce en bordure de forêt parce qu'elle mycorhize le sol et elle prépare en fait l'avancée de la forêt, l'avancée des arbres. Et c'est pour ça qu'on les laisse, nous, dans notre jardin, parce qu'en fait, elles mycorhizent énormément tout notre sol. Et en même temps, on est dans une logique d'agroforesterie, parce que notre climax, on le sait, c'est la forêt tempérée. Donc on a installé des arbres ici, et la ronce va permettre la bonne installation de ces arbres. Donc il y a beaucoup de synergie dans ce jardin. On essaye au maximum dans ce jardin d'être dans une production de fruits et de légumes et on se rend compte qu'il y a énormément de plantes sauvages qui poussent et qui nous nourrissent et pour lesquelles on n'a aucun travail à faire. Donc pour moi, la ronce, c'est un arbuste très adapté qui mycorhize, qui produit des fruits et qui ne demande aucun entretien. Donc c'est quand même très intéressant de la laisser dans ce jardin. Ça, c'est un autre exemple d'une plante qui demande aucun entretien. Ces choux cales, on les a plantés et on les a semés il y a 2 ans. On ne les a jamais plus arrosés. Et je veux dire, avec les périodes de sécheresse, on est à côté de Montpellier, donc il fait des étés très très secs. Ils ont résisté et ils ont produit, c'est leur 2e cycle, donc 2e fois des graines qui se ressèment. Et donc on est sur une logique un peu perpétuelle en fait. Parce que finalement, la permaculture, c'est quand on apprend à fonctionner avec la nature, on travaille bien moins. On n'est pas en lutte, c'est comme quand on nage avec le sens du courant, on est bien. Et c'est exactement pareil avec ce jardin, c'est qu'en fait il tend vers l'autonomie, ce jardin. L'association Les Permaculteurs a déjà un impact local très développé et important. Et dans la suite logique, on a envie d'aller vers le côté national et d'avoir un impact vraiment à l'échelle de notre pays, qui est la France. Et dans un 3e temps, la volonté, c'est d'avoir de diffuser ces connaissances de manière internationale et de créer justement toutes ces synergies
avec tous les types de cultures et d'agriculture différentes. La prochaine étape pour les permaculteurs, c'est de devenir une ONG qui rassemble les permaculteurs du monde entier pour pouvoir diffuser toutes ces pratiques agroécologiques. Cette communauté internationale va effectivement nous permettre déjà de se rencontrer. Je pense à nos amis belges, anglais, allemands qui ont des terroirs différents, qui ont un climat différent. Et ce qui serait très intéressant, c'est d'organiser des rencontres internationales qui vont nous permettre d'apprendre et de créer des synergies sur les différents modes de culture. Aussi bien dans nos terroirs qu'on connaît bien, et voilà, essayer de confronter un peu nos pratiques en fonction des endroits européens d'agriculture. Je voulais aussi vous montrer ça, qui est un objet d'une technologie assez importante, alors qu'en fait c'est d'une simplicité extrême. Et c'est ce qu'on fait avec les ateliers enfants et des ateliers aussi adultes, c'est apprendre à fabriquer cet Oya et surtout apprendre comment il fonctionne. Parce qu'en fait c'est la méthode d'arrosage la plus efficace qui existe au monde, parce qu'en fait ça fonctionne en capillarité, donc l'eau va pouvoir être absorbée par les plantes seulement si elle en a besoin. Et des études scientifiques prouvent qu'il y a 70% d'économie en eau avec cette technologie qui est finalement très très simple parce qu'on le fabrique en à peu près 1 heure et on peut en fabriquer 15 si on est 15. Donc c'est une très bonne activité et surtout dans la gestion de l'eau qui est une des ressources les plus importantes, c'est primordial. En gros, cet objet qui est très simple et rudimentaire sert à arroser nos plantes parce qu'on va l'enterrer en fait directement dans notre sol et en remplissant de l'eau par ce petit trou, on va pouvoir arroser directement en profondeur, ce qui fait une vraie économie d'eau, avec en plus ce phénomène de capillarité. Et en fait, donc on va remplir notre Oya d'eau, on va le laisser dépasser à peu près de ça à l'extérieur, et on va mettre un petit caillou pour empêcher justement toutes les larves, un peu toutes les moisissures. Donc l'eau qui est là-dedans va s'écouler et reste pure. Et voilà, magnifique dans nos jardins, surtout quand on veut bien gérer son eau et quand on veut pouvoir être aussi plus autonome et indépendant. C'est-à-dire que si on n'est pas là en plein été quand il faut arroser, aller une fois toutes les 2-3 semaines, et ben on peut partir quasiment 1 mois si on utilise cette technologie, en fait cette low-tech, donc c'est hyper intéressant. Vraiment aucune prolifération de moustiques parce que l'eau c'est cool, hein, c'est un cycle, et surtout que pour éviter aussi la transpiration, on va mettre une pierre par-dessus pour pouvoir justement garder notre eau saine et ne pas se faire dévorer par les moustiques. Et donc ici c'est notre châssis à semis et en fait c'est le centre de tout un potager quand on réfléchit à la graine parce qu'on part vraiment de la graine ici. À partir du mois de février on peut commencer tous nos semis d'été. Et c'est ce qu'on fait en atelier avec les enfants et même avec les adultes et même avec les maraîchers. On revient aux bases de la graine et on apprend voilà, comment les sélectionner, comment les semer, comment les repiquer si jamais il le faut et comment partir de la graine pour arriver à la graine. Ce qui est très important si on veut cette résilience en fait dans la nature. Donc là on peut voir un pied de tomate, on a semé des piments oiseaux, un peu de caprao qui est une plante thaïlandaise que j'aime beaucoup et qu'on adapte actuellement en France. En fait voilà, il faut voir un châssis à semis comme un laboratoire d'adaptation et quand on commence à faire ses propres semis, je pense qu'on ne peut pas retourner à faire ses plants quoi, parce qu'on voit qu'elles s'adaptent bien mieux, et puis on les voit grandir, quoi, donc c'est un peu magique. Ouais, donc là on voit que ce plan il peut être repliqué dès maintenant. De toute façon, le but, c'est de vraiment vider ce châssis à semis assez rapidement. On peut tout planter là, en pleine terre.
c'est aussi très intéressant de parler des graines parce qu'on se rend compte qu'en fait, une graine, c'est une mémoire. Et en fonction de notre capacité à renouveler ces graines, à les conserver, on va leur apprendre beaucoup de choses. C'est pour ça que dans la gestion de l'eau et du changement climatique, les graines, c'est le nerf de la guerre. C'est à cette graine qu'on va apprendre à résister à la sécheresse. Et il faut savoir qu'on ne peut pas collecter toutes ces graines et qu'il y a des spécificités, c'est assez complexe, on pourrait faire un cours entier dessus. Mais il y a beaucoup de graines comme la tomate, on ne peut pas se tromper. Toutes les solanacées, vous pouvez absolument les récupérer et elles vont apprendre avec vous à travailler avec vos méthodes de culture et surtout à être plus résistantes aux maladies et à résister à des sécheresses de plus en plus importantes. Donc très récemment, on a terminé une grande formation, une formation sur 10 jours, mais du mois de février au mois de juin, donc qui a permis vraiment de suivre l'évolution de tout un cycle en fait au potager. Et on a formé 15 personnes grâce au MHR, c'était le 15 des permaculteurs, et qui a été une équipe et une expérience magnifique. Et en fait, dans cette expérience, il en ressort que toutes les personnes, la plupart des personnes formées ont vraiment envie de s'investir et ont vraiment des connaissances très techniques et très pratiques. Et ce réseau est en train de se créer. On observe par exemple les sylvaniers qu'il va falloir suivre avec Julien Ly, qui va développer des forêts comestibles, de l'agroforesterie. On a Vanessa Baker qui travaille avec les enfants et qui peut leur apporter vraiment des connaissances, des vraies connaissances en fait. On n'est plus dans la vulgarisation, on est dans même pas la simplification parce que les choses sont simples et il faut juste les dire simplement et quand on comprend les choses, elles sont simples. Donc donner ce savoir aux enfants grâce à Vanessa et on observe là tout un réseau qui est en train de se créer et c'est la nouvelle volonté de l'association, c'est vraiment la volonté d'élargir en fait cette communauté, d'élargir ce réseau et d'avoir un impact de plus en plus vaste et important et de se sentir vraiment acteur de tous ces problèmes qu'il faut voir comme des opportunités qu'on vit en ce moment. Un grand merci au MHR d'avoir permis de constituer ce premier noyau d'action de l'association et c'est une volonté qu'on a envie de poursuivre en fait. On se rend compte que de former des gens qui pourront former d'autres gens, on décuple vraiment notre savoir et en fait c'est ça qui est magnifique. Et également un grand merci à la mairie de Juvignac qui nous a fait confiance sur beaucoup de projets, que ce soit vraiment avec les espaces verts, avec les écoles, avec les agents, avec les jardiniers des jardins partagés. Et en fait, sur cette commune, on se rend compte d'un impact global et c'est ces démarches qu'il faut un peu essaimer à travers la France, nationalement, et dans un troisième temps, un quatrième temps, à l'international. Parce que en fait, je pense que le monde a besoin d'éveil de conscience et pour cela, le monde a besoin de vraies sciences et de vraies techniques, mais durables. Que le progrès soit pensé au niveau de la durabilité d'un système et pas de son efficacité. Et dans ce suivi de projet, on travaille aussi avec la région Occitanie qui accompagne ce projet avec ces démarches. Et en fait, c'est magnifique de voir à quel point on arrive à créer une toile, un tissu de gens qui sont passionnés, qui ont envie de faire changer les choses et surtout qui ont envie d'avancer ensemble. Ce qui est extraordinaire, on se rend compte que depuis le Covid, il y a vraiment eu un changement des mentalités et on a beaucoup de soutien, beaucoup d'aide. Par exemple, la région Occitanie, il y a des structures comme France Active et tout ce réseau de permaculteurs, je pense aussi à l'Oasis citadine, qui a un réseau d'entraide en fait. Et ce qui est magnifique, c'est que dans tous ces projets d'agroécologie, on n'a plus du tout les références de compétitivité, de concurrence, et on est vraiment dans une logique d'entraide, de synergie, d'accompagnement. Et c'est pour ça qu'on se réveille le matin et qu'on est heureux et qu'on trouve que notre vie a du sens en fait. Si cette idée vous plaît et que vous avez envie d'adhérer, vous allez retrouver toutes les informations en description. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir faire partie de cette communauté, donc être au courant de tout ce qu'on fait, toutes les actions auxquelles vous pouvez participer. Et aussi, chaque adhésion va nous permettre de planter un noyau, une graine ou un pépin
et donc nous donner des objectifs que vous allez même pouvoir réaliser avec nous parce qu'on fera partie de la même communauté. Donc j'espère vous voir bientôt.